211, fils de pute, je pense qu'on peut se le dire, ce sera le début de la VOD sur YouTube, mais je pense qu'on peut se dire 211, fils de pute, j'ai jamais vu un aussi gros chiffre pour le Neverleal. Moi je surveille un petit peu le Neverleal depuis un petit moment, je me dis tiens, ça dépasse rarement les 120, les 130 quoi, quelque part, mais là 211, fils de pute pour Dracula, c'est quand même plutôt beaucoup, donc clairement, ça a attiré du monde ce Dracula, c'est pour ça que pour moi, il va falloir quand même un petit peu en parler. C'est le hobby j'essaie. Alors, la vérité, les gens, évidemment, je me dois de le préciser, hein, c'était une avant-première en présence de Luc Besson et d'une partie de l'équipe du film. Donc évidemment, il y avait juste des fanzous de Luc Besson qui voulaient le voir, etc. C'est toujours des effets comme ça. Rappelle que l'année dernière, le Neverleal qui avait fait le plus d'entrées, c'était genre 178, je crois, pour Nous les Leroy. Parce qu'il y avait Flaubert et Adrien Méniel. Des trucs du genre, à chaque fois. Ou alors c'est des trucs en mode, je crois que c'était en fanfare, où il y avait une fanfare lors de la projection. Et globalement, voilà, c'est ça le truc. Donc, globalement, à chaque fois, les Neverleal, ça peut être un petit peu boosté artificiellement par ce genre de présence-là. Mais globalement, bon, bah, ça reste un gros chiffre. Et généralement, le Neverleal peut prédire la suite de la carrière d'un film. Maintenant, le truc, est-ce que ce film, pardon, je me suis trompé. Est-ce que ce film est un bon film? Bah moi, alors j'avoue que voilà, Coppola, j'adore ce qu'il a pu faire précédemment. J'adore ce qu'il a fait. J'adore ce qu'il a fait avec Le Parrain. J'adore évidemment ce qu'il a fait avec Conversation secrète. Je conseille des films comme Rumblefish évidemment, et le voir faire un Dracula finalement ici avec Gary Oldman, Anthony Hopkins, etc. Plein de trucs du genre. Bah c'est vraiment super chouette quoi. En plus, voilà, le réinterpréter en disant, bon en vrai, petite blague à part, je vais le diffuser en fond parce que j'ai pas envie de diffuser le trailer de l'autre hein, évidemment. En vrai, du coup ce Dracula par Luc Besson, on va en parler un petit peu parce que moi voilà, je l'ai regardé. J'ai fait un petit tuto pour les gens qui voudraient aller le voir, qui sont un petit peu curieux. On ne peut rien malheureusement contre les gens qui ont une curiosité un petit peu morbide, d'aller voir un film, d'aller machin. Faut éviter les gens, il y a plein de films à les soutenir, faut pas sortir les arguments de type oui ça reste quand même du soutien au cinéma français, des trucs du genre. Non les gens, il y a plein de films français qui sont sortis là récemment, il y a plein de films à aller voir, il y a plein de films à aller rattraper, il y a plein de films où on peut courir pour aller les voir, et globalement vous pouvez totalement skipper ce Dracula de Luc Besson, ou alors comme j'ai dit dans ma vidéo, hein, si vraiment l'envie vous pousse, alors soit vous attendez qu'il soit disponible en ligne, soit vous attendez tout simplement qu'il soit à sa 4ème, 5ème semaine, quelque chose du genre quoi. Donc voilà, j'aimais bien ta tech de prendre une place pour un autre film et se glisser dans la salle. Bah c'est un truc qui est possible, moi je ne peux pas dire si je l'ai fait, mais c'est un truc qui est possible de le faire, évidemment. Et je sais que voilà, moi j'ai déjà eu des amis qui ont utilisé cette méthode là, mais même pas pour un truc de ne pas soutenir un film ou un truc du genre, tout simplement en fait, ils vont voir un film, ils voient que la salle est complète, ils se disent si je prends une place pour un film qui est à côté et que je me glisse dans la salle, je me mets vraiment à un endroit qui est juste à côté, tout ça, enfin voilà. Et c'est des trucs, voilà, ça se fait de fou, hein, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, alors faut faire attention parce qu'en vrai, ça peut porter préjudice au cinéma, des trucs du genre, enfin plein de trucs comme ça, tout ça, bref, que des trucs comme ça, des trucs de cons, enfin voilà. J'ai vu ton sosie le faire, quoi? Quand ça? Quoi? Jamais. Mais en tout cas, il y a ce truc où, évidemment, ça va pas non plus porter préjudice au cinéma. Le truc, c'est que, évidemment, si vous y allez à 10 et que la salle est vide, alors déjà, si la salle est vide et qu'il y a personne, bah en fait, le film ne se lance pas. Si la salle est vide officiellement et qu'il y a personne, le film ne se lance pas. Enfin voilà, plein de trucs comme ça où, en vrai, il faut pas abuser de ce genre de méthode-là, évidemment. Et la vérité, voilà, si vous avez vraiment cette envie de le voir, pour l'avoir vu du coup le Dracula récent, vous pouvez attendre. Vous pouvez vraiment attendre qu'il soit dispo en ligne, ça ne changera rien. C'est vraiment... Alors du coup, pour rentrer un petit peu dans le lard, quels sont les problèmes un petit peu de ce Dracula? Alors premièrement, pas très beau. Enfin, c'est bien fait. C'est bien fait, hein, voilà, mais c'est bien fait comme une pub de parfum, c'est bien fait comme une pub vraiment que vous regardez à la télévision, où, oui, alors c'est bien éclairé, mais il n'y a pas tellement de vision, en fait, c'est ça le problème. Pareil un petit peu pour les costumes, alors moi je sais que j'ai cet attrait-là, où en fait, à chaque fois les films d'époque,
généralement m'ennuie un petit peu, où je me dis bah oui en fait ça va chercher des beaux costumes en soie de l'époque, des trucs du genre, et voilà. Et c'est tout, et globalement, enfin je suis désolé, mais quand tu adaptes un mythe comme Dracula, qui a déjà été adapté maintes et maintes fois évidemment, alors même cette année hein, on a eu Sinners, qui parle de vampires évidemment, enfin parler de vampires de manière générale, avec également Nosferatu, tout ça, que des trucs du genre, où en soi, il y a énormément de manières de parler du vampirisme, mais globalement, généralement, il y a quand même cet attrait-là qui est... Faut quand même que ça ait de la gueule. C'est quand même ce truc-là qui est clé, généralement, quand tu fais une adaptation d'un récit avec des vampires, c'est qu'il faut quand même que ça soit soigné, méticuleux, que ça ait de la gueule. Et là, le problème, c'est que autant, voilà, il y a des costumes qui sont bien faits, qui sont ok, parfois des beaux décors, des VFX qui sont bien dégueulasses, hein, je vais y revenir un petit peu, mais ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que comment tu les filmes et comment tu rentres dedans, il y a des scènes qui sont clairement ridicules. Vraiment, enfin, il y a des scènes où je me disais, mais pourquoi ça rentre dans un aspect un peu goofy, un peu étrange, enfin, pourquoi ça rentre dans ce genre d'esthétique-là avec les personnages, pourquoi ça fait ça. En fait, il y a des ruptures de ton qui font très amateur, quelque part. On dirait le premier film de quelqu'un, ou le second film de quelqu'un, qui sort d'école et qui, en fait, veut tout mettre, qui veut mettre plein de trucs pour prouver qu'il est en train de faire les choses bien. Merci Safran pour le sub. Qui veut prouver en fait ouais qu'il fait les choses bien, et qui veut prouver qu'il est en train qu'il a bien compris comment ça se filme les scènes de cinéma, comment il alterne entre les chants, contre-chants, enfin plein de trucs du genre, où il y a une scène qui est un petit peu rigolote, où il y a un chant contre chant avec un personnage qui est tenu à l'envers, et du coup comment ça alterne entre ce chant contre chant, c'est bien fait, ok, c'est tout, c'est juste ça, c'est juste un petit peu bien fait, mais même c'est juste un chant contre chant un petit peu basique, et où tu te dis, oui, j'ai compris que tu as compris les règles du cinéma, et que tu arrives à bien filmer des scènes du genre, où tu as un personnage qui est tenu la tête à l'envers, ok. Mais en fait, même ça, il n'y a pas de malice particulière, où il y aurait, je sais pas, un retournement de la caméra qui pourrait un petit peu m'impressionner, ou un truc qui serait vraiment très beau. Pareil pour d'ailleurs le montage du film. Le montage du film, il est purement basique, et il fonctionne, quoi, et il est fonctionnel. Et à chaque fois, il n'y a pas de scène qui vraiment m'impressionne avec... et pourtant, il y a de quoi impressionner hein, dans le Dracula de base de Bram Stoker. Moi, pour avoir vu, du coup, j'ai pas lu le bouquin original, mais pour avoir vu, du coup, pas mal d'adaptations, évidemment. On pense à Nosferatu, on pense plus, du coup, au Dracula de Coppola, évidemment. Mais à chaque fois, il y a un truc où tu peux travailler, parce que en fait, c'est un récit qui travaille sur plusieurs temporalités, qui travaille sur plusieurs personnages à droite à gauche, sur des grands endroits, avec également de la pression de la part du personnage principal, enfin du coup donné par le personnage de Dracula, sur le personnage du mari du coup, et à chaque fois tu peux te dire mais en fait en soi il y a quelque chose où tu peux vraiment travailler sur cette tension là, mais en fait là il n'y a pas de travail finalement, il n'y a pas de travail artistique, il y a un travail techniquement bien fait, le film se contient, le film est correct, on va dire. Enfin, le film peut être projeté. Je pense que voilà. Enfin, clairement. Je vais y revenir, c'est Regina, bien sûr. Mais clairement, le film, voilà, il est projetable. C'est possible de le projeter au cinéma. Voilà, il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, je pense qu'on attend un petit peu plus peut-être d'une production comme ça, qu'on nous rabâche, encore une fois, de partout, dans le métro, dans plein de publicités de partout, évidemment. Et moi, je me dois comme ça d'en parler, parce que je l'ai vu, et comme ça, je me suis sacrifié pour vous, évidemment. Mais je sais que aussi, enfin, je sais que c'est un débat, hein, évidemment. Est-ce qu'on peut en parler de ce film-là? Je sais que j'avais vu un TikTok d'Antoine Goya, je l'avais repartagé, sur ce fait de... En vrai, il y a plein de gens qui essayent de faire amende honorable et disent « Je ne vais pas en parler », je sais que je me suis moqué d'un tweet qui disait ça, « Je ne vais pas en parler », et puis voilà. Et puis je ne vais pas en parler pour des raisons évidentes, et ils mettent genre l'affiche en gros comme ça, au cas où si tu savais pas que le film sortait quand même. Et je veux dire, nous à Paris typiquement, enfin Sozy qui dit ça, mais à Paris typiquement, oui on voit une promo omniprésente, mais il y a plein de gens, ils ne sont pas au courant que ce film là sort, et ils se disent ah bah tiens, bah, je vais aller le voir, je vais un film Dracula en plus, enfin voilà. Et en plus, il y a énormément de gens qui sont au courant
que le film sort, mais qui sont pas au courant des affaires autour de Luc Besson, tout ça, plein de trucs du genre. Et globalement, voilà, enfin, il faut arrêter ce genre de truc de s'avancer et de dire à moi, je ne vais pas parler de Dracula, je fais 1m86 aux yeux bleus, et voilà. Non, c'est bon, vous avez envie de le voir et vous avez envie de le critiquer, peut-être que vous le critiquerez plus tard, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est juste, soit vous en parlez, soit vous en parlez pas. C'est vraiment, y a pas d'autre choix en fait. Soit vous en parlez, vous l'avez vu, ou alors vous dites j'irai pas le voir, mais voilà, et après vous passez à autre chose. Soit vous en parlez pas, et bah en fait juste vous n'allez pas le voir, et puis voilà quoi. Ce qui serait le pire, ça serait de ne pas en parler, mais par contre d'aller le voir, ça serait un peu con. Mais soit vous en parlez et vous essayez de trouver des moyens d'en parler. Moi je sais que j'ai essayé de trouver un moyen d'en parler avec ce fameux tweet, où ce fameux TikTok également, où j'ai dit comment ne pas soutenir ce genre de film là. Et il y a plein de trucs du genre où en fait vous trouvez des moyens détournés d'en parler sans pour autant parler du film en question. Et il y a plein de trucs comme ça. Et TikTok, c'est drôle, mec, merci beaucoup, ça dit. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de. Je sais que voilà, c'est des débats en ce moment autour du film, et en fait, quelque part, ça crée de la discussion autour du film. Ça crée de la discussion, ça fait que les gens en entendent parler, et ça fait que c'est désastreux. Surtout que voilà, encore une fois, on ne rentre pas dans les qualités du film. Et je veux dire, moi, je vais être honnête, hein, Luc Besson. C'est un cinéma, je veux dire, moi j'avais bien aimé Léon quand j'étais plus jeune. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça, très clairement. Et j'avais bien aimé Arthur et les Minimoys aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais c'est tout. Je veux dire, j'ai pas d'affect particulier pour lui. Je connais les conditions de travail autour de certaines des boîtes de prod avec lesquelles il a pu bosser. Je sais que voilà, c'est pas un tendre. Et je sais voilà que évidemment il y a eu toutes les affaires avec lui. L'affaire, ne serait-ce que l'affaire avec Maïwen, serait légitime pour le catapulter de l'histoire du cinéma, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de trucs où, et même il y a eu des trucs qui sont sortis il y a quelques années. Enfin voilà, il y a énormément de choses à dire sur lui. Et globalement, moi j'avoue que le fait de le critiquer de manière personnelle, enfin de manière à dire il faudrait pas qu'il fasse de film, ça évidemment. Maintenant, il y a des gens qui sont curieux parce qu'ils aiment bien le style Luc Besson. Je veux dire, je veux pas leur en vouloir. C'est un style qui est fait pour être apprécié, le style Luc Besson. C'est un style qui est fait pour copier les Américains. Et c'est un style qui est fait pour ramener la production états-unienne en France. Et au passage, d'ailleurs, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop son style, hein, de manière personnelle, c'est que je suis en mode, mais en soi, on a un style qui est français, qui est très bien, qui marche très bien. Jean-Pierre Jeunet, il a réussi à très bien s'exporter aux États-Unis. Pourquoi vouloir ramener un style états-unien en France, alors que les films français fonctionnent très bien et que en plus c'est des meilleurs films. Enfin, on peut se le dire, hein, clairement. Mais globalement, il y a quand même ce truc où moi, du coup, pour juger un petit peu ce Dracula d'un point de vue purement esthétique, purement l'œuvre, même si voilà, c'est impossible de la décorréler de l'artiste derrière, évidemment. C'est pareil, l'homme de l'artiste, tout ça, faut pas le faire, évidemment, ça vous le savez. Je vais y revenir un petit peu après d'ailleurs. Mais purement pour parler de l'œuvre, bah oui, enfin, comme j'ai dit, c'est plutôt bien fait. Le problème, c'est encore une fois qu'il n'y a pas de démarche artistique qui soit intéressante. C'est-à-dire vraiment que les acteurs jouent plutôt comme des pieds. C'est-à-dire que soit ils sont en surjeu, soit ils sont en sous-jeu. Faut choisir un petit peu. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, je sais qu'il y a des moments d'hystérie dans le conte de Dracula, même dans l'adaptation récente de Robert Eggers, parce que ça va beaucoup être comparé, je pense, à l'adaptation récente de Robert Eggers, déjà parce qu'il a copié l'affiche, mais surtout parce que il y a beaucoup de points communs, évidemment, dans cette vision. Enfin, de toute manière, c'est des histoires de vampires, donc c'est des histoires qui tournent autour de la sexualité, de l'hystérie, du traitement des personnages féminins, ça je vais y revenir un petit peu, mais de plein de choses. Et globalement, il y a des points communs dans tout ce genre d'histoire, évidemment. Et le problème, c'est que là, bah, au niveau des jeux d'acteurs, je sais qu'il y a des moments qui sont censés être hystériques, parce que animés par les forces du mal, etc. Ça, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments comme ça, il y a des moments sous-jeu, il y a Guillaume Tonquéduc, qui est un acteur que j'apprécie bien, en plus, je trouve qu'il joue bien le cateau un petit peu bizarre. Il est en jeu de Guillaume Tonquéduc, c'est-à-dire qu'il est tout le temps avec les sourcils un petit peu levés, époustouflé de ce qui se passe à chaque fois, et qu'il est en mode oh, 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 voilà. Christophe Valls, il joue en pilote automatique, enfin tout le monde joue plus ou moins en pilote automatique, c'est juste qu'il y en a certains, le pilote automatique c'est de surjouer, quoi. Enfin voilà. Et globalement, c'est Piol qui fait une très bonne traduction vers ce que je veux dire également. Où est le budget? C'est-à-dire que 45 millions pour un film comme ça, qui parfois a l'air vraiment cheap, c'est-à-dire que au niveau des VFX, au niveau
parfois même de certains costumes et de certaines foules, etc. De certains plans. Enfin, globalement, tout est cheap. Et je veux dire, je sais, pour avoir vu pas mal la bande-annonce du coup au cinéma, je sais qu'il y a une scène de bataille qui est montrée dans la bande-annonce. C'est-à-dire que, en fait, ça, je pensais pas revivre ça après Vaincre ou Mourir, quoi. Vaincre ou Mourir, je sais que j'ai vu une scène de baston, une scène de bataille qui était vraiment très moche. Voilà, je suis passé à autre chose et je me suis dit, oui, bon, c'est Vaincre ou Mourir, c'est très laid. Ok, c'est pas très très grave non plus. Et globalement, après, je me suis dit, bon, par contre, j'attends peut-être un petit peu plus de la part de Luc Besson. C'était même d'ailleurs un petit peu ce qui m'intriguait, c'était qu'il y avait un beau plan. C'est là aussi l'erreur, hein, parce que je sais qu'on avait parlé tout à l'heure des mauvais films qui avaient un beau plan. Et c'est l'erreur parfois qu'on peut se dire, c'est de se dire, attends, si ça se trouve, il y a plusieurs autres beaux plans. Je vous rassure, hein, enfin, je vous rassure, le seul beau plan du film est dans la bande-annonce. C'est un plan où il y a le comte qui est au-dessus d'une sorte de colline et où il y a d'une sorte de feu ardent derrière, etc. Très très beau plan, bien sûr. Mais globalement, voilà, excellent money shot, ça vend vraiment du rêve parce que c'est pour le coup vraiment un très beau plan. Alors ça ne vaut pas n'importe quel plan du Dracula voilà. Celui-là quand même, je suis désolé, en termes de beau plan, ce plan-là dans le Dracula de Coppola, il est absolument grandiose. C'est quand même, on peut se le dire. Et globalement, il y a quand même ce truc où il y a énormément de plans dans le film de Luc Besson où c'est juste... Oui, c'est le plan Picard Coppola. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas, il y a même la continuité un petit peu du plan est un petit peu jolie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est le seul beau plan qu'il y a dedans, parce que tout le reste, typiquement les scènes de baston, encore une fois, Vaincre ou Mourir est au même niveau. C'est-à-dire que Vaincre ou Mourir, à la limite, à l'excuse du... Il avait quand même moins de budget, Vaincre ou Mourir. Il avait quand même beaucoup moins de budget, et c'était à la base une sorte C'était pas censé être un film qui sortait au cinéma, c'était un film qui était censé être simplement une sorte de complément pour les spectacles du Puy du Fou, tout ça. À la limite, il a cette excuse-là. Et donc... Globalement, qu'est-ce qui se passe avec le Dracula de Luc Besson? C'est que je me dis, mais 45 millions pour ça? 45 millions pour une scène de baston qui est mal filmée, où ça coupe toutes les secondes, quasiment. Encore une fois, montre-moi des scènes de baston, ne me montre pas des plans qui coupent, en fait. À chaque fois, c'est ça. Et c'est un truc où c'est... En fait, je me suis fait la réflexion devant le film. C'est un film des années 2000. C'est un film des années 2000, le Luc Besson enfin, le Luc Besson de Dracula. Le Dracula de Luc Besson, c'est un film des années 2000. Et pas en bien. C'est-à-dire vraiment, c'est un film où en fait, il y a l'abus énormément des coupes, à chaque fois, à droite, à gauche, etc. Il y a énormément d'abus. Et globalement, il y a ce truc où juste, il y a beaucoup trop de coupes. Dans les scènes de baston, on ne comprend rien à... où se passe l'action, à ce qui se passe. Il y a une scène de baston vers la fin où en gros ça raide le château de Dracula, hein, globalement. Et en fait c'est absolument dégueulasse, on ne comprend rien. On ne comprend pas où sont les personnages, on comprend... J'avais l'impression de lire Wano, de lire l'arc Onigashima de One Piece, et de me dire, enfin, limite tu rajoutes une petite carte en bas à gauche pour savoir où sont les personnages, tout ça, peut-être que je pourrais m'y retrouver. Mais en fait, il y avait des moments, je ne comprenais pas où j'étais. Genre, vraiment, je savais pas où étaient les personnages, je savais pas ce qui se passait, d'où venaient les coups, qu'est-ce qui se passait, quelle était la géographie de l'endroit, etc. Pourtant, c'est un endroit qu'on avait vu plein de fois précédemment, mais là, impossible de comprendre. Genre, vraiment, impossible de comprendre. Et c'est quand même dingue, je veux dire, c'est des bastons, et pareil, la première baston, c'est une baston où en soi, c'est deux camps qui foncent l'un vers l'autre. Truc le plus simple à filmer. C'est vraiment, tu fais un plan large global, tu filmes tout le temps un petit peu comme ça, etc. Voilà, c'est bon, tu filmes tout le temps de la même façon. Là, ils trouvent des moyens de changer d'axe en cours de route, pour comme ça, on se perd un petit peu plus. Il y a des scènes de course-poursuite également, qui sont absolument atroces, enfin, où... je sais pas où il place sa caméra, mais il place visiblement un petit peu au hasard, un petit peu selon là où il a envie, comme ça, d'un coup, de se dire, ah bah tiens, pourquoi on le ferait pas là? Et puis voilà, finalement, est-ce que ça sert le propos? Non, mais bon, allez, on va le placer là, quoi. Et que des trucs comme ça. Et alors, d'ailleurs, pareil, hein, pour revenir un petit peu au début sur le traitement de certaines scènes, et moi, c'est ce qui me rebutait aussi beaucoup, c'est que, au départ, je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas? Enfin... Les 10 premières minutes, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Enfin, pas en mode, ce serait le film du siècle, mais je me suis dit, allez, il y a peut-être des petits trucs à sauver. Il y avait effectivement cette scène de baston qui était absolument dégueulasse, mais il y avait des petits plans un petit peu jolis, etc.
Bon, globalement, c'est le même déroulé hein, que le Dracula de Coppola. Donc, c'est le début, c'est un flashback dans les années, dans le 15e siècle, un truc du genre, avec cet amour avec Elisabetta. Du coup, comment cet amour naît et comment elle meurt. Et du coup, le comte Vlad Dracul qui dit je ne servirai plus Dieu. Et du coup, il est immortel, tout ça. Voilà. Globalement, il y a ce truc. Je crois pas qu'on ait eu. Enfin, j'en ai pas en tête d'adaptation par une réalisatrice de Dracula. Mais globalement, après il y a Twilight hein, qui est un film de vampire techniquement, mais oui t'inquiète, je vais en parler moi Soro. Mais mais globalement, il y a quand même ce truc où moi ce que je voyais au début, je me suis dit ok, alors il y avait plein de problèmes, hein. Notamment la manière de montrer l'amour de la part de Luc Besson, c'est-à-dire que c'est vraiment l'amour vu dans des publicités, c'est-à-dire que c'est un couple qui rigole de manière un petit peu hystérique, qui font et voilà, et globalement c'est tout, et et c'est tout, et à un moment, en fait ce qui m'a beaucoup déçu en fait sur la suite du film, c'est que je me suis dit, il y a quelques petits détails dedans qui sont un petit peu rigolos. Il baise, hein, évidemment, il baise de manière très sauvage, etc. Enfin voilà. Mais tout en étant très prude, hein, tout en montrant pas un seul bout de sein, pas rien, quoi. Vraiment, il n'y a rien. Mais il baise, quoi. Voilà, il baise de manière très sauvage, très jeune aussi, quelque part. Ça va, je vais y revenir un petit peu aussi. Mais il y a aussi ce truc où je me suis dit, il y a quelques petits détails dans le début, dans la scène d'introduction, où je me dis, allez, pourquoi pas. Et puis même, je me suis dit, ah tiens, il y a des petits détails rigolos par moment. Et ce qui m'a déçu sur la suite du film, parce que ça reste un film qui est global hein, aussi, c'est que, en fait, tous les éléments qu'il y avait au début, que je me disais, tiens, ces petits détails rigolos, ils sont utiles sur la suite. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'exaspère de plus en plus hein, au cinéma, c'est tout doit être utile dans un film. Il peut pas y avoir des éléments qui seraient là comme ça, où il faudrait peut-être un petit peu aller plus loin pour comprendre un petit peu, enfin, des trucs du genre. Tout doit être utile, tout doit être... Il n'y a pas de détails qui soient laissés là comme ça, qui puissent être intrigants. Surtout pour une histoire de Dracula, tu peux mettre un petit peu de l'intrigue et du mystère. Mais là, il n'y a que des fusils de Tchekhov. Et typiquement, dans la scène d'introduction, il y a un petit détail où je me dis putain, ça n'a pas de sens, mais bon, allez, pourquoi pas, c'est un petit peu rigolo. C'est qu'en gros, il y a un moment où elle est en train de tirer... ils sont dans leur chambre, etc. Il est en train de tirer dans un sac comme ça, dans un coussin, je crois, pour s'amuser, des trucs du genre. Et je me dis, en fait... Typiquement, peut-être qu'il y a des trucs à interpréter là-dedans qui peuvent être rigolos sur le fait de s'auto-tuer, etc. Parce que lui, du coup, est par-dessus son épaule à l'aider à viser. Et je me dis, il y a peut-être un truc par rapport au fait de se tuer soi-même et de... Il y a peut-être un détail là-dedans qui peut être drôle. Non. À quoi sert cette scène-là? C'est qu'en fait, plus tard, quand il va retrouver du coup Mina Murray, qui est le portrait craché de Elisabetta, encore une fois, c'est exactement le Dracula de Coppola hein, au niveau de l'intrigue, mais aussi parce que ça s'axe aussi sur l'adaptation du roman de Bram Stoker. Mais quand il va la retrouver plus tard, ils vont dans la foire universelle à Paris, et en fait, à ce moment-là, il refait exactement la même scène, mais dans un truc de carnaval, quoi. Dans un contexte de carnaval et avec un truc de chamboule-tout, je sais même plus. Et voilà. C'est juste ça, c'est juste cette scène-là est faite pour répondre à l'autre scène et dire regardez, c'est le même sentiment qu'il a d'amour avec l'autre. C'est tout. Et donc, ça fait que tout ce qu'il y avait précédemment un petit peu construit s'effondre. Et on se dit, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a que dalle. Et donc, en fait, il y a que ça tout le long du film. Il n'y a que des trucs qui sont utiles. Et typiquement, enfin, moi, ce qui m'a saoulé particulièrement, c'est que on voit l'origine du conte Vlad de la Cool, et je me dis ok, là où c'est intéressant, c'est que on voit dans le Dracula de Coppola, si je me souviens bien, bien sûr, c'est qu'on voit juste ça, et après tout se passe du point de vue en grande partie de Mina Murray. On voit pas mal le conte Vlad de la Cool évidemment, mais on le voit sporadiquement, on le voit de manière très éloignée, etc. Là, le génie de Luc Besson, c'est en fait il capture du coup le perso qui de base est joué par Keanu Reeves, qui est joué par un mec qui joue comme un pied vraiment, qui n'a aucun charisme dans la version de Luc Besson, donc qui est du coup à la base le mari de Mina Murray. Mina Murray qui est joué par Winona Ryder dans l'original, et là par Zoé Bleu, je crois, c'est ça. Quel nom. Mais voilà, et du coup
là, tu vois, ce personnage-là, donc du coup, c'est le notaire qui va vendre un truc auprès enfin, qui va racheter le château de Dracula, enfin voilà. C'est le même plot que dans Nosferatu également, enfin voilà, dans Nosferatu, c'était Nicolas Hoult, voilà. Et là, en fait, le truc, c'est que il le capture, enfin, il dîne ensemble, et après, il le capture. Et après, il raconte toute son histoire. Donc il la re-raconte. Il la re-racontera encore une autre fois après, d'ailleurs. Mais il raconte toute son histoire. Et là, il y a une succession de flashbacks, déjà qui sont très moches, en plus, de flashbacks dans les cours, dans les cours royales, etc. Où en fait, il va dire qu'il a conçu un parfum qui fait que toutes les femmes sont à ses pieds, etc. Et qu'il va constamment l'utiliser pour assouvir à ses fins et pour avoir du sang frais à chaque fois pour lui. Ce qui déjà, je veux dire, je suis désolé, hein, mais c'est pareil, l'homme de l'artiste, tout ça, tu parles un petit peu de toi quand même. Là, c'est pas... C'est un petit peu ça aussi le problème, c'est-à-dire que autant... Il y a quand même ce côté où, puisqu'on est dans une pub Axe, oui tout à fait, et en plus c'est filmé comme une pub Axe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc où il y a des chants contre chants à côté qui sont vraiment goofy. En fait il y a un aspect même goofy, bizarre, rigolo dans le montage, où en fait c'est juste des plans de lui qui s'asperge le parfum, des plans des femmes qui sont en mode oh, et après des plans de lui qui s'asperge le parfum, des plans d'autres femmes dans d'autres cours qui sont en mode oh, et en fait ça continue comme ça pendant genre vraiment il y a au moins 6-8 plans comme ça. Je suis en mode mais j'ai compris, j'ai compris, oui tu as choisi plein de femmes, etc. Et après, c'est vraiment vraiment dégueulasse. Genre vraiment, c'est vraiment très très mal fait. Et moi, ça m'a d'autant plus perturbé que je me suis dit, mais pourquoi... Enfin, si c'est ton histoire, si c'est ton histoire, c'est quand même très bizarre aussi de se mettre en scène comme ça, quoi. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il a juste pompé l'idée du roman Le Parfum. Oui, en partie aussi, peut-être. Je sais pas, mais ouais. Enfin, c'est vraiment... C'est ça qui est dégueulasse. Et alors... Évidemment, moi, il y a un truc aussi qui m'a pas mal perturbé. C'est quand même aussi que, en gros, tout le long du film, Dracula, il a des gargouilles chez lui. Il y a des petites gargouilles qui sont chez lui, qui sont en image de synthèse, qui sont dégueulasses. Qui, encore une fois, font penser à des gargouilles des années 2000, mais même pas en bien, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un attrait aux gargouilles des années 2000, qui sont parfois un petit peu rigolotes. Et voilà. Et globalement, je peux me dire oui bon, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu rigolo d'avoir des petites gargouilles comme ça, mais là, elles sont juste photoréalistes entre guillemets. Voilà, elles sont pas intéressantes. Et en fait, c'est plus ou moins ces sbires quoi qui vont combattre dans la bataille finale, où en plus du coup on comprend rien parce que c'est des gargouilles grises dans des décors gris. Comment tu veux que je les distingue? Et du coup, comment l'acteur de Dracula, bah, c'est à la limite le seul qui joue à peu près bien. On sent un petit truc quoi, voilà. Oui voilà, c'est des sidekicks à la Disney. Enfin globalement c'est pas si loin que ça des gargouilles dans le Bossu de Notre-Dame, c'est juste que là elles parlent pas, donc elles ont même pas le charisme des gargouilles du Bossu de Notre-Dame, hein. Et j'imagine que c'est pour faire plus français, peut-être, je sais pas, bref. Le film se passe à Paris, mais pareil, personne parle français, visiblement, mais bon, pourquoi pas. Et ça pareil, hein, le traitement des dialogues, etc., tu sens que tous les dialogues sont écrits pour être utiles aussi. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs comme ça où à chaque fois, tu sens dans comment les dialogues sont écrits, qu'ils pensent être très malins à écrire tel dialogue comme ça, parce que ça répondra à tel autre dialogue plus tard, etc. Bon, du coup, il n'y a aucun naturel là-dedans, et ça fait que pour une histoire d'amour, a priori, une histoire d'amour, moi, je sais que j'ai parlé récemment d'un film qui m'est très cher également, que je trouve vraiment cool, qui s'appelle Gandhar, de René Laloux. Vous connaissez peut-être La Planète Sauvage ou Les Maîtres du Temps. Gandhar, c'est un petit peu le petit oublié de la carrière de René Laloux. Et c'est un film vraiment où il y a pour le coup une sensualité qui est exprimée dès les 10 premières minutes, entre des corps, et le jeu entre les corps, et la fusion entre les corps, qui est absolument magnifique, mais ça se passe de dialogue, ça se passe vraiment de frivolité, et en fait, tu vois totalement pourquoi cet amour-là te conduit vers tout le reste de l'intrigue,
qui parfois est un petit peu alambiqué avec des histoires de retour dans le temps, etc., des trucs du genre, mais tu comprends pourquoi cette histoire-là et la motivation. Là, le petit souci peut-être qu'il y a avec ce Luc Besson, c'est que l'amour, il n'est pas présent en fait. Il n'est pas présent, enfin, il va que te faire des blagues un petit peu à la Marvel par moment, le comte Dracula qui va te faire des blagues à la Marvel en mode « Oh, je dois t'avouer que la phase où j'ai... parce qu'en plus il parle avec l'accent, voilà, « Je dois t'avouer que la phase où j'ai séduit des donzelles ne m'a pas non plus déplu. » Voilà, que des trucs comme ça, et globalement... défectueux sur ses soucis de production. Oui, tout à fait, c'est un film nord-coréen à moitié, enfin voilà. Mais c'est vraiment un super film, Gandhar, hein, vraiment c'est excellent. Mais globalement, il y a vraiment cet aspect où effectivement, moi ce qui m'a... putain, j'en étais où? Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que... Non, le film est... La VO, c'est l'anglais, visiblement. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'effectivement, du coup, ce portrait-là de l'amour est absolument... dégueulasse quoi, clairement. Et du coup, pour revenir à ces gargouilles là, il y a un point qui m'avait pas mal quand même. Je me suis dit putain, attendez, parce que tout le long du film, globalement, on ne peut que penser que Dracula c'est Luc Besson. C'est impossible, je pense, de penser autre chose. Enfin peut-être, hein, peut-être qu'il y a une autre interprétation, je sais pas, mais on peut que penser au moins qu'il est en très grande empathie parce qu'il a un vécu similaire. Et alors déjà, c'est assez, enfin, Dracula qui va chasser du sang frais de jeunes femmes, qui a des centaines d'années, enfin voilà, et peut-être même un message, enfin il y a peut-être aussi un message également sur le côté très, chasser un art perdu, chasser quelque chose qu'on a perdu avec le temps, etc. Peut-être, il y a peut-être un petit peu de ça également, pourquoi pas, enfin allez, mais en tout cas, il y a ce truc où, oui moi je considère le film comme des aveux, c'est ça, mais en tout cas dans la version de Coppola, il y avait un côté où c'était... chasser quelque chose, mais on sait qu'on est mauvais à vouloir chasser ça. Et quand on sait le caractère de Coppola, on sait qu'il parle plus de son art qu'il ne parle de lui-même, qu'il parle plus de ses conditions de tournage, qu'il parle plus de ce qui fait leur... aussi parce qu'en vrai il a des affaires au cul, en mine de rien, Coppola, mais on sait qu'il parle aussi de comment il parle de son art, etc. Et que il accepte sa damnation, il accepte le fait que qu'il doit mourir pour ça et qu'il doit partir et que on ne retiendra plus rien de lui et que il disparaîtra finalement après et qu'il y aura plein de trucs comme ça et que finalement il va partir comme les autres. Et quelque part c'est un message un petit peu beau, de belle autocritique, hein, quelque part. Là du coup le Dracula de Coppola meurt, mais pas de lui-même en fait. Il est en mode bah en soi je meurs mais pour un autre et puis voilà, ok. D'accord. Et c'est tout. Et après, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que je vous parlais de ces gargouilles-là. Et je vous avoue que j'étais vraiment sous choc devant le film. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est le message là? C'est qu'en fait, les gargouilles, c'était des enfants. J'ai vraiment... Alors, c'est les seuls enfants qu'on voit dans le film, qui doivent avoir entre 8 et 10 ans, un truc du genre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Luc? C'est-à-dire que tu t'es comparé tout du long à Dracula, comme un martyr, comme... voilà, c'est aussi pour ça, quelque part, que le film, pour moi, le fait qu'il soit cancel, c'est tout à fait légitime. C'est un peu comme le J'accuse de Polanski, où en fait, c'est un film qui parle de lui-même, donc c'est impossible de séparer l'homme de l'artiste dans ce genre de cas-là, évidemment, mais tout comme c'est impossible de le faire dans d'autres cas, hein, mais là, particulièrement, c'est impossible. Mais là, tu te compares tout du long à Dracula, et lorsque tu décèdes, ça libère des enfants. Bizarre. Bizarre, d'autant plus que... Je veux dire, la fin, en plus la fin, c'est un plan de merde. Et la fin, tu peux que dire, mais attends, mais du coup, personne n'est heureux que tu sois parti, globalement. Enfin, du coup, Mina Murray est globalement extrêmement malheureuse qu'il soit parti, etc. Là où au moins, dans le Dracula de Coppola, il me semble que Mina Murray meurt avec Dracula, donc il y a un truc jusqu'à la fin, quoi, quelque part, qui est tragique, évidemment, mais qui rentre dans une tragédie magnifique en partie, quoi. Et là, du coup... Juste genre, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu nous as voulu nous cook? Je ne sais pas, genre, il y a un problème là-dessus, enfin, il y a un souci, comment ça a pu passer des phases de validation, de se dire... Enfin, du coup, ça veut dire, à chaque fois, je regarde la scène se faire avec ces gosses qui sortent du château, qui sont libres, et je me dis, mais... parce que en fait il y avait plutôt des signes avant-coureurs qui étaient bêtes et je me suis dit bah ça se trouve c'est juste des créations un petit peu manquées ou alors c'est pour le comic relief de la chose. Et en fait je me suis dit mais attendez, ça veut dire que tout le long du film, enfin parce que ça aurait pu être juste des gargouilles surnaturelles et en fait ça finit en faisant de la poussière, etc. Pourquoi c'est des enfants? Pourquoi c'est des enfants de 8 à 10 ans? Je ne comprends pas à l'heure actuelle.
je me dis, mais c'est un aveu, c'est... T'as voulu nous dire quelque chose. C'est bizarre quand même cet aspect-là. Et je me suis dit, mais attendez, ça veut dire quand même qu'il y a une production qui a dû engager une dizaine d'enfants de 8 à 10 ans pour venir sur un tournage de Luc Besson. Bon, déjà, compliqué. Pour venir sur un tournage de Luc Besson, il avait juste voulu engager des enfants sur le tournage. Mais quelle est l'idée? Enfin, est-ce qu'il y a un message sur la perte de l'enfant, sachant que le film commence par une scène de sexe? Enfin, quasiment. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ouais, il y a peut-être un truc sombre derrière le tournage, je sais pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà pour le Luc Besson. Alors, petit truc à part également, il a pris Danny Elfman pour la musique, et notamment le compositeur attitré de Burton, généralement. Danny Elfman qui n'a jamais été aussi peu inspiré, c'est-à-dire que je suis resté un petit peu pendant le générique voir les noms, hein, noter un petit peu, et j'ai vu Danny Elfman, je me suis dit, c'est quoi, c'est lui? Comment ça se fait? Enfin, ça fait bande originale basique, ça aurait pu être confié à n'importe qui, il n'y a aucun thème qui est marquant, il n'y a rien qui rentre en tête. Il y a des scènes de bal évidemment dans un film comme Dracula, comme vous voyez même dans la version de Coppola, mais à chaque fois tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai qu'il a des accusations aussi. Ah oui, bah ils sont bien retrouvés, dis donc. Mais 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 globalement, enfin c'est vraiment, je trouve que c'est raté quoi. Enfin c'est raté, mais c'est pas raté techniquement. Techniquement le film se tient à peu près, mais c'est raté en plein d'autres termes quoi. Clairement ce Dracula de Luc Besson. Donc évidemment, enfin voilà, moi je sais que, alors d'ailleurs voilà, on a un partenariat ici avec Shadows, évidemment, et je sais que sur Shadows, il y a le Dracula de Luc Besson. Donc voilà, vous avez un mot gratuit de Luc Besson. Ah oui, j'ai un truc à faire, on est en partenariat avec un truc qui a le Dracula de Luc Besson. Non, on est en partenariat avec Shadows, j'ai un partenariat avec Shadows qui a un mot gratuit pour découvrir le Dracula de Coppola, si vous voulez le voir, puisque effectivement, c'est attendu, hein, c'est le même. C'est le même. Il n'y a rien de nouveau dedans, il n'y a pas d'aspect novateur qui serait par rapport à des réflexions qu'on aurait récemment avec ce qui s'est passé, je sais pas, dans les années 2000, un truc du genre, ne serait-ce que ça, parce que le Dracula de Coppola, il a 30 ans quasiment. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien à part que c'est moins bon, quoi. Enfin, vraiment, enfin, encore une fois, le personnage de Keanu Reeves dans Dracula de Coppola, bah, il est attachant parce que c'est Keanu Reeves, etc. Là-dessus, le personnage, je sais même pas qui c'est l'acteur, mais il n'y a aucun attachement pour lui. On a aucune envie qu'il s'en sorte, hein, globalement. C'est aussi pour ça, quelque part, que la comparaison avec Dracula, enfin, on est très attaché au Dracula dans le Dracula de Coppola, mais on est très attaché au Dracula également dans le Dracula de Luc Besson. Et c'est pour ça, enfin, il n'y a rien qui transpire là-dedans, il n'y a pas d'inventivité. Ewen Sabi, l'acteur qui joue Jonathan, bah voilà, bah, je sais pas ce qu'il va faire plus tard, je sais pas ce qu'il a fait précédemment. J'ai l'impression qu'il a pris que des gens qu'il a pu prendre, quoi, globalement, avec bah, notamment du coup Christophe Valls également, qu'il a dû bien payer, j'imagine. Christophe Valls qui joue le mec dans Django. Voilà, c'était un médecin un petit peu loufoque, ce qui va à peu près au personnage de Van Helsing, hein, ça ok, mais oui, c'est le médecin un petit peu loufoque, quoi. Bon, sauf que l'année précédente, il y a eu Willem Dafoe qui avait super bien joué ça, et là, il est servi par enfin, c'est dommage, hein, mais il a un texte qui est absolument désastreux, où en fait, tout est en répondant à des trucs, on croit même pas à sa puissance, enfin, il y a vraiment un truc où on croit même pas à ce personnage-là, quoi, globalement, et il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va, enfin vraiment. Encore une fois, il y a que dalle, quoi. Il y a que dalle. C'est ça le truc, en fait. C'est qu'il y a pas grand chose qui soit intéressant dans ce film-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un film où il y a pas grand chose à dire, finalement. Après, ça fait un petit moment que je parle. Je sais même plus depuis combien de temps je parle. Mais il y a pas grand chose à dire, finalement, autour de ce film-là. Et je te conseille évidemment de le voir. Je te conseille de soutenir, hein, bien sûr. Pour plein de raisons, évidemment, pour des raisons évidentes, comme disait l'autre. Mais voilà, mais même à regarder en streaming, je trouve pas ça si intéressant que ça, quoi. Je pense que même à regarder sur Discord entre potes, c'est pas non plus génial, quoi. Vraiment. Donc voilà. Moi, je retiens quand même que le Dracula de Luc Besson, il a un joli logo. C'est ça le seul truc que je retiens un petit peu. Tout le reste, bon, c'est filmé comme une pute de parfum.
On passera quoi. Alors que même pour un Hate Watch, non. Même pour un Hate Watch, franchement, c'est glauque un petit peu pour un Hate Watch en vrai. C'est glauque pour un Hate Watch. Tu m'as donné envie, je vais soutenir de Spa. Bah, c'est ton temps, pas le mien, j'ai envie de dire aussi. Hein. En vrai de vrai, moi j'ai un vrai truc, hein, c'est que les gens qui sont en mode, c'est pas contre toi, gros Zizou, hein, bien sûr, très bon pseudo d'ailleurs, mais les gens qui sont en mode, je vais aller voir le film pour emmerder les woke, c'est votre temps, par le mien. Hein. Oui, voilà, non mais je sais que tu plaisantes, je m'en doutais un petit peu, même si j'avais un petit soupçon, mais globalement, les gens qui disent, je vais aller voir le film juste pour faire chier les woke, c'est votre temps, par le mien. Hein. C'est-à-dire que vous passez 2 heures devant ce film-là, comme vous voulez, hein. Vraiment, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est... Moi, je plaisante pas, mais allez le voir au pire, hein, vraiment. Oui, non, mais le design d'affiche qui a été volé à une graphiste, évidemment, mais le logo pour pour Dracula est plutôt joli. Le logotype est plutôt joli. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez, enfin, globalement, aller voir un film juste pour faire chier des gens, c'est vraiment pas la bonne manière, je trouve, de voir le cinéma. Surtout ce film-là, a priori, il n'y a pas grand-chose, quoi. Autant soutenir des bons films qui t'assouvir votre idéologie. Mais oui, allez voir du Clint Eastwood. En plus, je dis ça, j'ai eu un débat récemment avec un pote sur Clint Eastwood. Est-ce que Clint Eastwood est de droite, de gauche, etc. Est-ce que ces films sont de droite, de gauche? Que des débats comme ça, mais ça reste intéressant à faire. Mais en tout cas, voilà quoi. Au lieu de regarder les films de Romer, oui, au moins vous regardez un film d'un royaliste, c'est sympa. Mais je veux dire, moi j'ai aucun mal à dire et à reconnaître quand un film d'un réalisateur problématique est mauvais. Vraiment, j'ai aucun mal à le dire, et j'ai aucun mal à dire quand un film d'un réalisateur problématique est bon. Je veux dire, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats récemment autour de Keshish, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats en ce moment autour de Polanski, évidemment, enfin Polanski ça fait des moments qu'il en débat, je sais qu'il y a des débats autour de Dumont, je sais qu'il y a des débats autour de plein de réalisateurs qui auraient tenu des propos problématiques, de Lars von Trier, de plein de trucs du genre, même de Bac Nord. Des trucs du genre, moi je reconnais que Bac Nord il est bien fait. C'est désastreux à dire, hein, mais c'est justement sa force, hein, c'est qu'il est bien fait. C'est justement là qu'il est très dangereux hein, quelque part, c'est qu'il est très bien fait hein, ce Bac Nord. Et globalement je reconnais que, je sais pas, J'accuse est super bien fait. Je reconnais que la vie d'Adèle, Back to My Love sont des super bons films. Voilà, je reconnais également que Bergman, ses films sont super, même s'il avait un passé nazi, tout ça. Et je sais, enfin, j'avais mis une news de côté, au final je l'ai pas fait, sur Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, qui a été la réalisatrice d'Hitler, hein, pour info, qui a réalisé notamment Les Dieux du Stade, tout ça, qui sont des films très importants, à mine de rien, dans la manière de représenter les corps sportifs au cinéma. Faut reconnaître que c'est des films qui sont super bien filmés. Et je veux dire, faut le reconnaître, quoi, faut le dire à chaque fois, faut être honnête là-dessus. Là, si je vous dis que le Dracula de Luc Besson est très mauvais, faut pas le voir quoi. Oui, il y a un docu sur elle l'année dernière, je crois. J'ai pas vu, ou cette année, je sais plus. Je l'ai pas vu, mais il faudrait que je le mate. Mais en tout cas, voilà, il faut reconnaître hein, quand c'est des films qui sont bons. Là, c'est pas le cas. C'est ce qui presque rassure un petit peu. Enfin, moi, je sais que ma crainte face au Dracula de Luc Besson, c'était d'apprécier. C'était de me dire, ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve, c'est très bien. Ça se trouve, en fait, c'est un super film. Et en fait, parce que globalement, quand même, un super film va avoir un beau bouche à oreille, etc. Là, globalement, en fait, c'est aussi ça, hein, c'est que moi, je sais que je trouve ça mauvais. Ça se trouve, il y a plein de gens qui vont trouver ça génial, qui vont trouver ça très impressionnant, etc. Mais je pense que c'est des gens qui, en fait, étaient déjà convaincus déjà de base d'apprécier, et qui vont juste trouver ça, oui, ça va convenir à leurs attentes, quoi, quelque part. Et si leurs attentes sont très basses, tant mieux. Je veux dire, voilà, c'est un film, il sortirait sur Netflix, hein, franchement, le film Dracula de Luc Besson, il serait à sa place, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs où, moi je sais que j'avais lu une critique là tout à l'heure, de quelqu'un qui avait dit, ouais, j'ai vu le film sans soutenir évidemment, des trucs du genre, et qui disait, oui, en soi, il y a... c'est un film qui est fait pour faire des edits dessus, sur TikTok. Et je me dis putain la critique elle est pas mal parce que effectivement il y a cet aspect là quoi. Il y a cet aspect où en fait il y a un tel nivellement par le bas quand même des films, de certains blockbusters particulièrement au cinéma, que en vrai ce genre de film là oui bah il est fait pour avoir des edits sur... Et encore je trouve que du coup la représentation de l'amour est tellement creuse comparée à je veux dire même à Possession. Vraiment pour citer le pire exemple, la représentation de l'amour est tellement horrible que, enfin, est tellement creuse qu'il y a rien à en tirer, quoi. Je veux dire, même dans Possession, il y a plus d'amour, quoi. Donc bon, c'est vraiment pas un film à voir et je vais éviter de trop m'éterniser dessus. J'en ai déjà en vrai trop parlé. Autant parler de
bon film, et autant parler même d'excellents films, puisque les Bad Guys 2, du coup, la suite du premier film Les Bad Guys, qui est sorti, je crois, en 2019, si je ne me trompe pas, par les studios DreamWorks. Il faut savoir que les studios DreamWorks ont, depuis les Bad Guys, à peu près, une ligne un petit peu plus Spider-Versisante, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas tellement qu'ils copient enfin bref, en tout cas, une ligne plus inventive, ça on peut se le dire, et globalement, bah, les Bad Guys 2, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, vraiment, plus j'y pense, plus je l'adore. Alors, il y a plein de petits soucis, je trouve, de scénario par moment, de petits problèmes, etc. Mais déjà, dès les 10 premières minutes, j'étais en mode oh putain, ah ça y est, j'ai rarement pris autant un kiff au cinéma. Vraiment, dès les 10 premières minutes, je me suis dit ok, là c'est bien. Là on parle devant les Bad Guys 2. Et tout le reste du film, alors évidemment, il y a un petit ventre mou, parce qu'en gros, pour résumer l'histoire, c'est après les Bad Guys. Non, attends, c'est 2022, je sais plus, le premier, je sais plus. Mais en tout cas, parce que là je vois un trailer du premier il y a 3 ans. Mais en tout cas, du coup, ça fait du coup un petit moment que les Bad Guys ont arrêté d'être des Bad Guys, d'être des méchants, et maintenant c'est des Good Guys. C'est des bonnes personnes, c'est en fait des personnes qui essayent de se ranger. Et en fait, il se trouve qu'elles n'arrivent pas trop à se ranger. Et qu'elles arrivent absolument pas à trouver des jobs dans la société, parce que globalement en fait c'est trop vu comme des méchants. Et je trouve qu'il y a un beau message d'ailleurs sur les repris de justice, etc. Enfin des trucs du genre, très beau à ce niveau là. Bad Guys, c'est ultra généreux, de la vraie réalisation d'animation, mais trop vieux pour ces conneries. Je me suis dit trop dans tous les sens pour moi, mais je suis pas assez. Bah je comprends à peu près ce truc là, mais en fait moi c'est cette scène là où je me suis dit oh putain, en fait c'est Mission Impossible. Et c'est cette scène là où je me suis dit ok, c'est génial. Et effectivement, alors peut-être voilà le vrai reproche peut-être qu'on pourrait lui faire, c'est ce côté beaucoup de références, enfin ça part vraiment dans tous les sens en vrai. Et je trouve que mine de rien, il y a quand même ce côté où effectivement ça part vraiment quand même dans tous les sens. Et il y a quand même ce côté où ça fait beaucoup de choses, mais alors moi je sais que j'étais vraiment dedans parce que je l'ai vu tôt. Enfin je vois des gens qui disent j'avais vu 2 films avant, donc j'étais un petit peu fatigué. Il y a quand même ce truc où effectivement c'est magnifique. Et c'est un tel condensé d'idées, parce que encore une fois j'ai fait un petit TikTok à la sortie. J'ai dit bah alors il y a des références à Tarantino, il y a des références à tout ce qui est Pulp Fiction, tout ce qui est Reservoir Dogs, etc. Plein de trucs du genre, même le plus récent d'ailleurs de Tarantino. Et il y a des références, même si c'est peut-être plus des références de réalisation, des trucs du genre, à du Heat de Michael Mann, à la trilogie des Oceans. Mais il y a aussi pas mal de références à l'animation japonaise. Là, Poisson vient de se réveiller. Il y a aussi pas mal de références à Lupin 3, ce qui moi m'a rendu très heureux. Il y a aussi, oui voilà, il y a aussi une matière qui est dans le film qui s'appelle le MacGuffinite. J'ai poussé un petit cri dans la salle, enfin j'ai poussé voilà, un petit cri dans la salle, je me suis dit ah c'est drôle, mais voilà, mais c'est forcément c'est très drôle, parce que ça joue énormément sur ce côté très cinéphile en fait. Et encore une fois, moi j'en parlais il y a quelques jours en parlant de comment ça s'appelle putain, des Looney Tunes passe à l'action. J'ai dit c'est un film qui en fait est un film vraiment radicalement pour les cinéphiles, mais en même temps est un film pour enfants. Et ça, je pense que les Bad Guys 2, je sais pas trop, je me suis pas trop posé la question de est-ce que les gosses vont apprécier, mais je pense qu'on peut vraiment apprécier si on est gosse, parce que globalement voilà, c'est un film qui reste tout public, mais qu'on apprécie presque encore plus quand on est un adulte un petit peu cinéphile, qui a vu quelques petits films de braquage quand il était jeune, des Hits, des Point Break, des trucs du genre, qui se dit ah putain c'est tout ce que je voulais, etc. Et j'allais pas voir ce film de Gaijin qui se sent supérieur au très supérieur Empire du Soleil Levant, mais t'es une merde. D'autant plus que c'est un Français qui a réalisé, hein. Pierre je sais plus son nom, mais c'est un Français qui a réalisé en plus, hein. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que c'est un bon film, hein. Quelque part c'est que c'est un Français qui a des vrais refs. Et tu captes les clins d'œil Dopamine Rush, mais bien sûr. Et globalement toute cette séquence de fin, enfin vraiment il y a une séquence notamment en apesanteur où en fait il y a un combat et il y a juste un moment où je me suis dit putain mais ils connaissent leur kung fu. C'est à dire que il y a un moment où juste le personnage, vu qu'il est en apesanteur, il lévite un petit peu dans le ciel et je me suis dit putain c'est Sephiroth dans FF7, enfin que des trucs comme ça et il y a aussi pas mal de références au cinéma hongkongais. Enfin vraiment c'est absolument magnifique. Et il y a beaucoup de mélange de culture évidemment à plein d'endroits. C'est un film qui se passe partout dans le monde, à plein de niveaux.
ce qui est la base de beaucoup des films de braquage hein, en plus. Donc c'est vraiment très bon. Les personnalités des personnages principaux, je trouve qu'il y a des moments où peut-être que ça manque un peu de développement sur certains persos et tout. Et globalement, il y a vraiment ce truc où c'est quand même un pur kiff quoi, vraiment, enfin, il y a plein de défauts, il y a plein de petits défauts, enfin, il y a plein de petits trucs où tu te dis, oui, bon, ça, peut-être que ça aurait pu être un petit peu plus travaillé, peut-être qu'il y a certains persos qui sont un peu trop présents, d'autres pas assez, des trucs du genre, d'autres où ça développe pas assez leur caractère, etc. Mais en même temps, bah, tu vas voir ce film-là pour te taper un gros kiff de cinéphile, un gros kiff de maîtrise, un gros kiff où, et encore une fois, kiff de maîtrise qui est totalement appuyé par la mise en scène à plein de niveaux. Petit bémol, je l'ai vu en VF, parce que la VF du 1 était très bien. Alice Belaïdi pourrait peut-être un peu plus jouer, mais tout le reste sinon est très bien. Tout le reste de la VF est vraiment excellente. Du coup avec Jean-Pascal Zadi, Zabou Breitman et Pierre Ninet dans le rôle principal. Alice Belaïdi qui joue du coup la renarde, je crois, qui est commissaire du coup, enfin qui est gouverneur maintenant de l'État. Et du coup, enfin, Alice Belaïdi pourrait peut-être un peu plus jouer. C'est pas grand chose à demander, mais elle pourrait peut-être un poil plus jouer. Il y a ce truc où c'est un excellent film. Et je voulais quand même en parler un petit peu, mais l'influence qu'a eu Spider-Verse en juste quelques années, elle est totalement folle. Mais ce que je trouve absolument incroyable, moi perso, c'est pas forcément juste l'influence de Spider-Verse en termes de style graphique, parce que oui, je sais que ça en parlait dans le chat là tout à l'heure, mais il y a un film qui s'appelle GOAT, produit par Stephen Curry, je crois, qui sort en salle bientôt. Et en gros, oui, c'est du Spider-Verse, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est du Spider-Verse globalement. Évidemment, il y a des films qui copient totalement Spider-Verse dans l'esthétique, dans les textures, dans plein de petits détails, dans le style d'animation où c'est en 12 ou 15 FPS, des trucs du genre. Ok, il y a plein de films qui copient Spider-Verse, on pense à Intergalactic, on pense du coup à GOAT, on pense à Mitchell contre les machines, on pense à plein de films comme ça qui copient vraiment Spider-Verse, mais ce que je trouve particulièrement percutant chez notamment DreamWorks, c'est que c'est pas juste copier le style Spider-Verse, c'est aussi tout simplement se dire il faut qu'on arrête de copier Pixar. Et ça c'est vraiment incroyable parce que je trouve que typiquement un film comme Dogman, qui est sorti plus récemment, ça le mentionnait en chat, c'est pas trop Pixar, mais c'est pas Spider-Verse non plus. Et je trouve que ce qui est génial, c'est que ça libère en fait des styles nouveaux d'animation pour dire, regardez, il y a plein de moyens de faire de l'animation qui ne soit pas chassé du Pixar, parce qu'en fait, on ne pourra pas faire du Pixar, on ne pourra pas faire du Disney en 3D qui demande à chaque fois 250 millions à produire et qui sont rarement rentables ou qui sont rentables juste parce que c'est du Disney ou du Pixar. Et en fait, globalement, ce que j'adore, c'est que typiquement, les Bad Guys 2, ça a coûté 80 millions de dollars, c'est ridicule pour un film d'animation en 3D moderne. C'est-à-dire que généralement, aujourd'hui, c'est la course en fait pour les films d'animation modernes, à coûter du 200 millions, 150 millions, des trucs du genre. Et en fait, avoir ce style d'animation plus limité, mais en même temps où les animateurs s'amusent plus, donc il y a beaucoup moins de crunch, etc., de plein de manières, j'espère, du moins, bah en fait, c'est absolument incroyable, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de stars d'ailleurs dans le cas des Bad Guys 2. Celui qui double le loup, c'est Sam Rockwell, pour vous dire un petit peu le niveau. Donc vraiment, c'est pas beaucoup. Et globalement, il y a plein de trucs où en fait, c'est ce style d'animation qui est bien plus libre, où on peut placer on a en fait tous les avantages de la 3D sans avoir les inconvénients que ça coûte cher. C'est ça qui est absolument incroyable, et c'est pour ça que en fait Spider-Verse a été vraiment ultra salvateur, parce que ça a prouvé que l'animation qui n'est pas Pixar pouvait quand même réussir en 3D, et qu'il fallait pas chasser le photoréalisme un petit peu pixarisant tout en étant très cartoon. Et je sens que même Pixar s'en rend compte un petit peu, avec notamment Lucas, Helio, Alerte Rouge, des trucs du genre, où ils se disent en vrai ce style là il est plus tenable, les gens commencent à se lasser, faut qu'on essaye d'aller dans d'autres directions. Et je trouve que Spider-Verse là-dessus, il a été ultra salvateur à plein de niveaux. Donc vraiment merci énormément à Spider-Verse pour avoir fait ça. Donc voilà, même si parfois ça fait des films un petit peu pourris, mais bon. Pardon, question globale, mais tu arrives à voir et parler de toutes les nouveautés sorties chaque semaine? Non, pas du tout. Alors il y a plein de films que j'ai pas vus cette semaine, parce qu'à chaque fois, en fait, chaque semaine, les gens, il y a des tonnes et des tonnes de films qui sortent dans la semaine. Et oui, alors au casting de la VF, au casting de la VF, c'est presque plus des stars qu'au casting de la VO. Mais ouais. Non, c'est quand même un film en 3D, l'autre film. Mais ouais, à chaque semaine, il y a beaucoup de films qui sortent.
Là, typiquement, bon, je suis pas allé voir le concert de BTS parce que bon, ça va. Mais je suis pas allé voir Touch, alors pourtant j'en ai entendu bien. Je suis pas allé voir Perla, pourtant j'en ai entendu bien également. Je suis pas allé voir Eternal, pourtant j'en ai entendu bien également. Je suis pas allé voir les Martian Panion qui ressortent. Je suis pas allé voir Transamazonia, j'en ai même pas entendu parler avant de, de lancer cette page. Donc il y a plein de films que je vais pas voir, juste je me concentre un petit peu sur les films qui m'intéressent. Généralement, on peut y en avoir 4-5, ça c'est possible. Parfois, il y en a un seul qui m'intéresse dans la semaine, et puis voilà. Parfois, il y en a aucun qui m'intéresse, et je me fais une petite pause. Ça arrive aussi. Mais en tout cas, ouais, il y a plein de films qui sont très chouettes à voir à chaque fois au ciné. Moi, je trouve d'un point de vue personnel. Mais ouais, la pub interminable avec les doubleurs, chaque séance m'a deck de ce film. Alors, moi, hot take, mais la pub avec Zadie et Belaïdi, qui passait souvent avant, qui dure genre 5 minutes, c'est interminable. Moi, je l'aime bien. Enfin, je trouve elle est drôle, elle est bien dans l'humour du film en plus. Enfin, globalement d'ailleurs, les Bad Guys 2, c'est hilarant. Enfin, c'est vraiment très très drôle, je trouve. Il y a plein de blagues qui sont très chouettes. Il y a plein de blagues actuelles en plus sur la performativité masculine. Enfin bref, des trucs du genre qui sont vraiment très très chouettes. Je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs très très forts. J'ai vu Le Rire et le Couteau la semaine passée, je recommande fort fort fort. Bah moi ça me tentait, mais 3h30. C'est un peu ça le problème aussi que j'avais avec le film. Mais en tout cas, voilà, les Bad Guys 2 pour moi c'est ma vraie grosse reco de cette semaine. Encore que, il y a un film qui était vraiment pas mal. Pour le coup, je suis parti en étant un petit peu pessimiste, je sais pas, je me suis dit, ah, film d'horreur un petit peu classique. Je monte pas la bande-annonce parce que j'ai trop peur de voir des images gore et tout, j'ai pas trop vérifié avant. Non, en vrai, j'ai regardé 3-4 images et je me suis dit, bah, je vais éviter. Et globalement, Substitution, du coup, Bring Her Back, film des frères Philippou. Alors, les frères Philippou, à la base, c'est un duo plutôt comique, en fait, qui parle... qui faisait des vidéos sur YouTube, un peu, moi de ce que j'ai compris, d'une sorte de Logan Paul, vraiment, enfin les frères Paul, quoi, Logan et Jack Paul, qui faisaient des sortes de sketchs à la Smosh, enfin voilà, qui faisaient des trucs un petit peu rigolos, et qui en fait sont devenus réalisateurs de films d'horreur, tout simplement, et qui ont été membres du RN jusqu'en 2017, et oui, comme quoi, non mais oui, c'est... par rapport à Philippot évidemment, mais du coup qui ont réalisé un film qui s'appelle La Main, sorti il y a 2-3 ans, je sais plus exactement, qui avait fait plutôt parler de lui, parce que les gens disaient, ah quand même c'est pas mal ce film là. Donc petite reconversion, moi je sais qu'on en avait parlé lors d'un live, mais il y a aussi Mystery Guitarman qui avait réalisé un film qui s'appelle Arctic avec Mads Mikkelsen si je ne me trompe pas. Mais voilà, il y a parfois des petites reconversions de youtubeurs qui d'un coup font des films qui sortent au cinéma. Peut-être un des plus connus étant François Descraques, évidemment. Mais voilà, il y a des petites reconversions comme ça. Et il se trouve que du coup, là, ils sortent leur second film, Substitution, qui du coup parle... Alors, c'est compliqué à expliquer parce que j'ai pas trop envie d'en révéler sur Substitution. C'est du coup, globalement... Un film en fait sur une mère de famille d'accueil qui recueille du coup deux enfants chez elle, un plus grand qui est au lycée je crois, et une plus petite qui il se trouve est partiellement aveugle en partie, et du coup il se trouve que il se passe des trucs un petit peu bizarres là-bas. Et globalement, moi, c'était un petit peu le truc qui me rebutait, c'est que, en gros, les 20 premières minutes, moi, j'ai maté, je me suis dit, oh, je sais que c'était... Enfin, on me l'avait bien vendu, on m'avait dit que c'était peut-être un petit peu sympa et tout, donc j'ai quand même... Enfin, voilà, je suis pas parti de la salle, contrairement à un autre film dont je vais parler après, mais il y a vraiment ce truc où je me suis dit, ah... De toute façon, moi, je quitte pas la salle avant genre 1 heure de film au moins, pour un petit peu au moins me dire, bon, rattrape-toi. Et surtout là, pour un film du genre, je me suis dit, allez... rattrape-toi un petit peu, d'autant plus que c'est un film d'horreur. Généralement, les films d'horreur, moi je suis pas très friand de films d'horreur, mais parfois ça me déçoit, genre dans la révélation de fin. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu d'appréhension et je me suis dit, ça commence mal, je suis pas trop dedans, je suis trop ricain, trop machin, trop classique, j'étais vraiment pas trop dedans et je me suis dit, si c'est comme ça et qu'en plus la fin est pas terrible, est-ce que je pars pas de la salle. Et au final, en fait, il y a des petits moments où je me suis dit, il y a un petit truc intéressant dedans. Et en fait, j'ai continué à regarder le film et tout. Parce que moi, en fait, maintenant, je prends un peu plus cette habitude de quitter la salle quand un film me plaît pas. Hein, voilà. Hein, voilà. J'ai pas votre temps en fait. mais du coup, je me suis dit, il y a quand même des trucs un petit peu intéressants dedans. Donc, je continue quand même de mater le film. Et je me dis, mais en fait, ça va. Hein, en fait, ça va. Progressivement, le film m'a gagné en fait sur plein d'aspects, sur plein de petits trucs. Non, ça m'arrive pas souvent. En vrai de vrai, ça m'est arrivé genre 2 fois dans. Cette année-là, ça m'est arrivé genre 2 fois. Dont une fois là, dont je vais parler un petit peu, mais c'est même pas contre le film en lui-même. C'est un truc où j'étais un petit peu saoulé.
Mais l'autre fois, c'était Oli, le film de skate là qui est sorti récemment, où je me suis dit, bon, j'ai déjà vu ça, la fin m'intéresse pas, et voilà. Mais et là, le film dont je vais parler après, que j'ai passé, enfin où je suis parti de la salle, je me suis dit oui bon. Mais là en fait ça m'avait gagné de plus en plus. Et en fait finalement à la fin je me suis dit ah ça va, c'était vraiment cool. En fait ce que j'ai apprécié, c'est que en fait je suis quand même assez clément je pense avec ce genre de film là, parce que je me dis c'est des mecs qui viennent de YouTube, qui de base faisaient des trucs dans leur coin. Donc c'est pas des mecs où je me dis j'attends une grande maîtrise absolue, comme j'attendrais, je sais pas, d'un film d'horreur par un Carpenter ou par un Cronenberg ou un truc du genre, où je me dis je m'attends quand même à un gros degré de maîtrise de la part de gros auteurs comme ça, parce que je sais qu'ils ont fait leurs preuves avant, etc. Donc peut-être que j'ai baissé ma garde face à ce film-là, mais, mais globalement, en fait, moi, ce qui m'a plu particulièrement, c'est que ça prend vraiment son temps. C'est que, en fait, ça tombe jamais vraiment dans les vices horrifiques du film d'horreur classique, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai bien apprécié, c'est qu'en fait, ça ne tombe jamais dans les problèmes que je vois dans les films d'horreur récents, avec une avalanche de jumpscares, avec le fait que ça soit surcuté, le fait que les plans, tu vois direct où ça va, etc. Là, en fait, il y avait plein de trucs où, globalement, il n'y a pas trop de jumpscares. Il y a pas de... Enfin, quand je dis pas trop, c'est qu'en fait, oui, il y a des trucs qui peuvent vous choquer, mais c'est pas, pour moi, des jumpscares non plus. Il y a beaucoup juste une ambiance pesante, et ce que j'adore particulièrement, c'est que ça prend vraiment son temps, quoi. C'est que ça prend son temps pour construire son ambiance, ce qui est presque un petit peu le défaut de sa qualité. C'est que ça prend vraiment son temps et ça se dit vraiment, bah là on va prendre 15 je sais pas, 15 secondes pour filmer ça, juste pour que tu comprennes bien ce qui se passe, quoi, et que tu rentres dedans. Et ça c'est un truc que j'ai pas mal apprécié, parce qu'en fait c'est malheureusement il y a un problème de décision de personnage, mais en même temps je trouve que ça rentre dedans, parce que en fait comme la mise en scène est un peu à rebours de des décisions des personnages là, parce que ça reste du coup, en fait ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un film classique entre guillemets d'horreur actuel, on va dire, mais où, comme c'est bien filmé, il y a un travail entre les deux, où ça se relaye un petit peu, et où quelque part comment dire, les décisions, la réalisation relève le truc, j'ai envie de dire. La réalisation relève vraiment le scénario qui, finalement, est assez classique. Enfin, ça tombe dans des clichés où je me suis dit, putain, ce genre de cliché là en 2025, c'est chaud. Mais en fait, comme la réalisation est vraiment bien faite, ça relève beaucoup du scénario qui est un petit peu médiocre entre guillemets, et notamment du coup des décisions des personnages. Et en fait quelque part même les décisions des personnages qui en soi, genre je repense à certains trucs qui sont passés dans le film, je me dis mais c'est débile, je veux dire c'est débile dès la première minute, j'ai envie de dire, vraiment, enfin c'est abrutissant si je lis là le scénario sur Wikipédia, c'est abruti, c'est un truc de débile, mais en même temps quand je suis dans le film, ça me choque pas aux yeux. C'est ça le truc en fait qui moi m'a pris dedans. Le film est vraiment bon dans son ambiance. Il m'a fait grincer des dents sur plusieurs scènes, bah, les dents particulièrement. Mais le côté encore un film d'horreur sur le deuil, bah en fait moi c'est un truc que parce que pareil hein, les ficelles tu les sens venir. Enfin la fin je la sentais venir évidemment. Tout tu le sens venir. Mais il y a quand même ce côté où à chaque fois je me dis mais en fait quand même je suis dedans. Et c'est ça qui m'a perturbé, c'est que, mais je pense que c'est en partie parce que le film prend vraiment son temps. D'installer son ambiance pour te dire bon c'est pas un film où tu vas parce que généralement en fait l'apanage des mauvais films d'horreur c'est qu'on pense justement à pourquoi le personnage prend telle mauvaise décision, pourquoi le personnage il est débile comme ça, et en fait généralement c'est en prenant une bonne réalisation qui te prend en fait au trip, qui te prend vraiment qui te choque hein, quelque part, en passant beaucoup par des phases vraiment, enfin je pense à des films comme Saw évidemment, où en fait t'es tellement pris dans les stratagèmes imaginés par Jigsaw, qu'en fait tu te dis oui alors les personnages prennent parfois des décisions débiles quand tu le lis comme ça en termes de scénario, ou alors que tu y repenses après, mais quand t'es dans le film t'es totalement dedans, t'es vraiment totalement à l'intérieur. Et typiquement Substitution, je trouve que c'est vraiment un film là-dedans, parce que en fait je trouve qu'il y a vraiment un aspect où le film il est ultra prévisible. À plein de moments il y a plein de trucs qui se passent où tu te dis oui je sais exactement comment ça va se finir, je sais exactement comment ça va se passer, mais quelque part
il y a un truc où t'es totalement dedans parce que en fait le film il prend son temps, il fait jamais de grosses variations de rythme totalement dans la réal. Enfin il y a des trucs où il y a des scènes, il y a quelques scènes un petit peu d'action entre guillemets dans globalement dans le film, mais en fait même l'action elle est traitée sur le même rythme que l'horreur, ce qui fait qu'en fait ça va jamais jouer sur une tension de là là tout pourrait déraper ou un truc du genre quoi. Ça va toujours être extrêmement assez prude en fait dans ce que ça essaye de faire, ce qui fait que ça construit une ambiance tout du long où en fait t'oublies que le scénario est un petit peu mauvais, comme beaucoup de scénarios de films d'horreur et comme beaucoup de scénarios tout court, hein, j'ai envie de dire, de films ricains, mais t'as vraiment ce truc où vraiment tu comprends totalement où le film va très rapidement, mais en fait t'es dedans quand même, et presque quelque part moi ça me fait penser au côté le méta scénario, je crois, je sais plus, qui avait été vu par Bolshevik dans sa vidéo sur Everything Everywhere at Once, c'est de dire je sais que tu me racontes une histoire mais raconte-la moi quand même. Et là justement en fait c'est tellement aussi, c'est très bien interprété hein, d'ailleurs, enfin que ce soit les jeunes acteurs ou c'est Sally Hawkins je crois, qui a eu un Oscar je crois pour La Forme de l'eau. Excellente interprétation. Moi je suis moins sous le choc de l'interprétation de Sally Hawkins. Je me dis putain quand même t'as eu un Oscar et tout, mais ça joue un peu trop bizarre. Je sais pas. Je sais que ça est censé jouer un personnage bizarre, hein, évidemment, je suis pas con. Mais il y a quand même ce truc où je suis moins convaincu peut-être. Mais le cast par contre des gosses, c'est vraiment, moi c'est ce qui m'a convaincu. C'est ce qui m'a fait rentrer dedans, je pense. C'est leur jeu d'acteur, particulièrement la gamine et le gamin. Moins le gars qui est au lycée, mais il joue très bien également. Mais c'est vraiment ce truc où je me dis mais c'est fulgurant ce qu'ils ont réussi à faire. Et je trouve que c'est vraiment très très bon, et même du coup ça sert également évidemment à un très très bon texte hein, bien sûr. Pas d'Oscar mais de nomination pardon. Oui, le méta moderne pardon. Mais oui. La gamine est réellement malveillante en plus. Oui j'ai vu qu'elle avait des interviews où elle parlait de ça, où elle parlait du fait que de comment filmer dans ce genre de cas là, des trucs du genre. Enfin c'est vraiment c'est assez brillant à ce niveau là quoi. Et je trouve que c'est vraiment un excellent film en plus sur le côté qui est le freak quelque part de l'autre. Le freak, pas dans le sens sexuel ou un truc du genre, mais dans le sens vraiment freak show de l'époque. Mais c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Et je trouve que c'est vraiment un super film. Donc je recommande, en vrai je recommande si vous voulez avoir un petit truc un petit peu horreur et bien fait et bien réalisé. C'est plus ce film-là qu'il faut aller voir que le Dracula de Luc Besson, ça c'est sûr. Petite déception malheureusement, il fallait quand même passer par un film que j'attendais un petit peu parce que j'avais vu que ça avait eu des bons retours ailleurs, etc. Que ça avait eu des bons retours à la semaine de la critique, que j'avais eu des gens qui me parlaient, qui me disaient ouais franchement c'est un film qui est plutôt sympa. Gangs of Taiwan, je me suis dit que j'étais sorti de la salle devant un film, bah c'était celui-là. En fait tout simplement parce que il y a eu un moment où j'ai dit ouais c'est bien de finir là, et en fait je regardais ma montre et je me suis dit ah il reste 1 heure. Bon, en fait, globalement, j'ai vraiment... c'est un film, du coup, de Kef, c'est ça, qui avait réalisé un film qui s'appelle Suicide Taipei Story, si je me trompe pas, un moyen métrage, si je me trompe pas. Et en fait, c'est un film, du coup... Alors, ce que j'apprécie bien, c'est que c'est un film sur un personnage mutique, qui est vraiment mutique, qui est vraiment muet, en fait, tout simplement. C'est un truc que j'apprécie bien. La scène d'introduction, du coup, c'est cette scène-là. Je me suis dit, oui, ça va. C'est sympathique mais sans plus. Et en fait après tout le long du film je me suis dit ah en fait c'était la meilleure scène du film. Ah bon. En fait c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que je suis pas sorti parce que c'était insoutenable. Je suis sorti parce que je me suis dit, enfin je suis allé voir le film assez tard, et je me suis dit en vrai ah c'est long hein. J'adore hein, les films lents qui se passent en Asie, etc. Enfin, je kiffe. Là, en plus, en Taïwan, c'est vraiment un lieu que j'ai pas trop vu filmer au cinéma, qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le cinéma hongkongais, dans le cinéma chinois, dans le cinéma coréen, etc. À plein de niveaux, hein, bien sûr. Mais il y a un truc, voilà, de comment les personnages errent dans cette ville-là, etc. qui me plaisait un petit peu au début, et particulièrement avec ce personnage mythique. Et en fait, moi, c'est généralement le jeu qui m'amuse un petit peu devant des films avec des personnages mythiques, c'est de me dire comment est-ce qu'ils vont justifier le fait que le personnage ne parle pas trop, etc. Je viens de finir de parler de substitution, malheureusement. La VOD est encore la VOD est en ligne pendant que je parle, hein. Tu peux regarder ce que je viens d'en dire. Mais du coup, en vrai, il y a un vrai truc où
j'en avais un petit peu marre. Non, j'ai adoré Substitution. Mais ne mens pas, gros zizou, ne mens pas. Oh, tout comme t'as menti à Materazzi. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce truc où, en fait, globalement, le début, j'étais à peu près dedans. Je me suis dit... Enfin, j'étais même pas totalement convaincu. Mais je me suis dit, allez, ça se trouve, ça va se rattraper et je vais apprécier sur le temps long. Je sais qu'il y avait un film, c'était quoi? C'était Le Lac aux oies sauvages, je crois, où au début, j'étais encore en attente d'être convaincu. En fait, plus le temps passait, plus j'adorais. Et globalement, là, j'avais vraiment cet aspect-là de me dire, bon, je suis pas totalement convaincu, mais à voir, Le Lac aux oies sauvages, et au final, j'ai adoré sur la suite. Et là, il y a vraiment ce truc où bah, je suis jamais vraiment rentré dedans. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tout le temps, je regardais ma montre, je me disais, putain, il dure 2h15 le film. Et en fait, c'est beaucoup un film, je trouve, qui se regarde parler. C'est un film, moi, on me l'avait vendu aussi comme un film sur Taïwan, sur ce qui se passe à Taïwan, etc. En fait, c'est une toile de fond, c'est ce qui m'a beaucoup déçu. Enfin, vraiment, c'est ce qui m'a pas mal déçu. Alors, gros cheat code, filmé en Asie, j'ai l'impression, filmé en Asie du Sud-Est particulièrement. C'est un cheat code incroyable parce que putain que c'est beau. Enfin, les lumières de nuit, etc. D'autant plus que ça filme quasiment tout le temps la nuit. C'est magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Pour info, je suis parti à peu près après cette scène-là. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez à peu près à quel point ça peut sembler être une bonne fin, quelque part. Je suis parti, voilà, à peu près après cette scène-là, je me suis dit, oh, c'est bon, ça va, j'ai vu assez. En plus, genre, il y a un moment où, genre, il y a un fondu au noir, et je me suis dit, allez, fondu au noir, c'est bon, j'attends pas le générique, voilà. Mais globalement, il y a un aspect où, en fait, pareil, ce côté gang, etc., j'étais pas trop convaincu. Et en fait, tout le côté sociétal, entre guillemets, j'étais pas dedans, mais je me suis dit, allez, ça se trouve, c'est un film, en fait, où on me le vend comme un film sur la société de Taïwan et sur les gangs qu'il y avait, etc. Et finalement, je me suis en fait, c'est un film qui est focalisé sur son personnage principal et sur cette histoire avec cette vendeuse à l'infirmerie, etc., à la pharmacie, et où en fait ça va me triquer. En fait, ça fait une sorte de drive. Enfin, j'allais dire drive à l'envers, mais en fait une sorte de drive, hein, tout simplement, où en fait on te vend un film qui n'est pas du tout, qui est beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus focalisé sur ses personnages principaux qu'il n'y paraît. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas? Genre, j'ai ça devant le film, pourquoi pas? Le problème, c'est que vraiment, enfin, j'étais pas très intéressé par les personnages, quoi. Enfin, c'est un peu ça le souci que j'ai avec le film, c'est que je suis pas très intéressé par ce qui se passait à l'écran. Et j'avais pas grand chose pour m'intéresser à ce qui se passait. J'avais pas grand chose qui me permettait de rentrer dedans. Et j'avais pas grand chose qui me permettait vraiment de rentrer dans la psyché des personnages. Et il y a une scène, enfin il y a une scène de dîner par exemple, il y a une scène de repas qui est vraiment très chouette. Et où pareil, ça joue beaucoup sur le temps long. Mais pareil, même ce côté, en fait je trouve qu'il est un peu trop entre deux feux, ce film là. C'est-à-dire que c'est à la fois un film qui veut être contemplatif par moment, enfin qui veut laisser le temps aux choses, laisser le temps enfin même laisser des moments sans parole, etc. Mais en même temps, je trouve qu'il y a trop de scènes scorsésiennes, notamment parce qu'il y a ce côté vraiment, enfin il y a un côté même presque cliché par moment de ce personnage qui est embrigadé dans des histoires de gang, de mafia, de ce que vous voulez, et qui à un moment a une porte de sortie. Et qui en fait choisit de ne pas la prendre. C'est ça qui m'a un petit peu saoulé, c'est qu'en fait le film quelque part il est un peu trop prévisible dans cette fonction là. C'est à dire que dans ce côté, enfin dans ce spectre là, dans ce côté très je fais un film contemplatif, je trouve qu'il a pas assez à fond parce qu'il a trop de scènes explicatives et trop de scènes très classiques. Et dans le côté film classique, en fait, il laisse trop traîner les choses pour que, en fait, finalement, tu t'as pas tellement... Enfin, personnellement, j'ai pas eu tellement d'attachement envers le personnage principal. Et je trouve qu'il est trop entre deux feux pour fonctionner d'un point de vue personnel. Même si, voilà, il a des qualités, enfin, il a des grandes qualités. Je trouve que là, même la bande-annonce ne rend pas trop hommage à la photo qui est vraiment très belle. Même si, au final, la photo ne m'a pas non plus... ça m'a pas non plus fait rester dans la salle, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas grand-chose dans la photo qui m'a époustouflé. Mais il y a des plans qui sont très beaux. Enfin voilà, ce plan-là est très beau. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux. Mais il y a un beau travail d'ailleurs sur la musique et sur le son également pour faire une sorte de montée en tension. Qui pareil, je trouve est un petit peu superficiel aussi. Mais c'est bien fait.
Mais en fait, il y a ce truc où c'est vraiment, je trouve, un peu trop entre deux feux pour pleinement l'apprécier et pour pleinement rentrer dedans. Et il y a des scènes quand même qui sont très sympas. C'est pour ça que je vais pas non plus le défoncer. Je trouve quand même que c'est un film, faites-vous votre propre avis, hein, en vrai. Hein. Moi, du coup, je l'ai pas vu en entier, je peux pas tellement me faire mon propre avis. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont vraiment, vraiment très très chouettes. Donc globalement, pourquoi pas aller le voir si vous êtes tenté, si là les images vous tentent. En vrai, c'est plus ou moins ça le film, donc voilà. Allez le voir si vous êtes tenté. Et vous pouvez également aller voir Ça me fait plus rire. Alors, I used to be funny en VO, Ça me fait plus rire. Excellent titre, vraiment, puisque on suit du coup les aventures de Sam, qui est du coup humoriste dans des comment ça s'appelle, dans des sortes de bars, dans des trucs, dans des open mic, comme on dit, et qui est à côté également babysitter auprès d'une jeune petite fille qui s'appelle Brooke, qui se trouve en fait sa mère est malade, donc en fait elle est élevée uniquement par son père, et ça se passe très très mal auprès de sa mère. Le film est sorti il y a 2 ans aux États-Unis, hein, les gens. Le film est sorti il y a quasiment 2 ans, hein. Donc vraiment, en tout cas, il était en festival il y a 2 ans. Enfin bref, c'est vraiment un délire. Et globalement, c'est un film principalement qui a été vendu parce que c'est un film avec Rachel Sennott. Rachel Sennott, c'est une meuf qui est vraiment bien en vue là en ce moment, notamment grâce à Bottoms. Et globalement, c'est une très bonne actrice, hein, d'ailleurs, à plein de niveaux. Et en fait, là où le personnage du coup va être tourmenté, c'est qu'en gros, elle vit un truc qui la traumatise. Et en plus, le personnage de Brooke, du coup, qu'elle garde souvent, disparaît, finalement. On sait pas où elle est, etc. Et du coup, comme c'est une des dernières personnes à l'avoir vue, elle se questionne beaucoup sur ça. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que, certes, je vous le raconte comme ça, mais en vrai, tout le film est dans le désordre. Genre vraiment, c'est ça qui m'a un petit peu intrigué au début. Parce que je me dis, oh putain, il y a un flashback. Et en fait, tout le film était comme ça. Tout le film est vraiment... Oui, Shiva Baby, moi j'en avais entendu du bien. Mais c'est la même réelle que Bottoms, il me semble. Mais en tout cas, tout le film est plus ou moins dans le désordre. Enfin, ça commence pas par la fin nécessairement, mais ça commence par une scène qui est très tardive. Après, ça revient au début. Enfin, que des trucs comme ça, où ça fait que serpenter un petit peu dans l'intrigue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça maintient beaucoup l'éveil, je trouve, du spectateur devant le film. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une scène qui commence, on se dit, ok, où est-ce que ça se passe, etc. Et en fait, très rapidement, on comprend où ça se passe. Et on peut rentrer du coup dans la psychologie des personnages et dans les discussions qu'il y a de la part du personnage. Parce que le film, vraiment, il est super chouette. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est vraiment cool. Alors, je trouve le gros défaut, c'est qu'il est un peu trop ricain. C'est vraiment ce côté trop Life is Strange, trop pathos aussi par moment, qui moi, enfin trop ce côté, enfin c'est que du coup c'est pas tellement un pamphlet anti-société américaine, mais du coup ça la dépeint, donc forcément moi je la déteste. C'est un peu ça. Et globalement il y a quand même ce côté où moi ce que je regrette pas mal, c'est de pas assez rentrer dans cette critique là de la société américaine et de trop l'épouser quelque part. C'est-à-dire que même le côté, enfin avec le truc avec le comedy show, en fait ça re-questionne jamais ce truc là, et je trouve que c'est un petit peu le problème quelque part, c'est que c'est trop interpersonnel quelque part, mais tout en étant dans un endroit où en fait on va rentrer intégralement dans cette société là et épouser cette société américaine. Donc en fait c'est un peu le souci peut-être que j'aurais, c'est ce truc de pas assez questionner ça, mais en même temps bon, c'est pas son job non plus c'est pas le job de tous les films de questionner la société américaine, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup ce qu'il en ressort, si on oublie ça, et moi c'est sûr que ça a été une partie importante, c'est un chouette film sur vraiment sur des névroses interpersonnelles et sur la communication entre deux femmes qui ont des névroses interpersonnelles liées à des problèmes très différents, mais où en fait à chaque fois elles peuvent que se rapprocher en fait dans leur malheur, et sur comment les gens peuvent se rapprocher dans ce stade-là, à ce moment-là, et sur aussi le côté très... parce que du coup, vu que le film est dans le désordre, on peut penser que c'était des souvenirs en grande partie. Le côté très faussé des souvenirs qu'on peut avoir par moment. C'est pas trop exploré là-dedans, mais c'est une piste qui est intéressante pour analyser le film. C'est ce côté vraiment... falsification des souvenirs, et ce côté parfois avec des choses qu'on ne montre pas dans le film, et qu'est-ce qu'on choisit de ne pas montrer dans le film, qui est intéressant aussi d'un point de vue purement formel. Ce que je trouve vraiment assez chouette d'ailleurs, enfin il y a vraiment ce côté très cool à ce niveau là. C'est ce... Putain, j'ai perdu mon film. C'est ce côté vraiment qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le film. Mais c'est en fait quelque part un truc qui peut presque sortir du film aussi, parce que en fait on rentre du coup dans une analyse
méta-film, où en fait on va analyser comment le film a été construit plutôt qu'analyser le film en tant que tel. Ce qui peut être un petit peu barbant à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça reste un film que je vous conseille. Alors, il est déjà dispo en ligne, hein, si jamais. Je l'ai maté comme ça. Mais en tout cas, ça reste un film que je vous conseille et où je trouve que vous pouvez vraiment foncer aller le voir tranquillement. Faut s'attendre à un film quand même, film ricain, un petit peu classique à plein de niveaux. Mais ça reste un film qui est vraiment très chouette et que je vous conseille vraiment de foncer aller voir, quoi, globalement. Pourquoi pas.